Nous poursuivons nos causeries du sport consacrées aux arts martiaux, disciplines martiales, sport de combat et self-défense, avec une personne que vous connaissez déjà en tant qu'animateur de ce cycle de causeries thématiques. Mais qui est Emmanuel Ledoyen? Qu'est-ce qui anime chez lui cette passion pour les arts martiaux? Restez avec nous, c'est ce que nous découvrons de suite. Et nous sommes heureux de retrouver Emmanuel Ledoyen pour cette poursuite des causeries du sport consacrées aux arts martiaux. Cette fois-ci dans la place de l'invité, et nous allons parler de son parcours, parcours en tant que sportif de haut niveau, en tant que compétiteur, en tant que pratiquant et enseignant d'arts martiaux depuis de nombreuses années. Et donc nous allons rentrer dans le vif du sujet de suite, puisque Emmanuel Ledoyen, il va falloir que nous vous connaissions un peu mieux. Et donc, pourriez-vous vous présenter? Bonjour, Christophe Porlier, moi je suis Emmanuel Ledoyen. Je suis pratiquant d'arts martiaux depuis de nombreuses années, depuis mon enfance. Je suis passé par diverses disciplines, principalement judo, boxe thaï, sambo et aujourd'hui de l'aïkido. Donc voilà, moi j'ai beaucoup parcouru différentes disciplines telles que le Krav Maga, le grappling, le Jeet Kune Do et encore d'autres. Moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est découvrir les disciplines, pratiquer avec les gens et participer à cet échange collectif qu'on peut trouver dans les arts martiaux. Alors, on vous connaît à La Réunion en tant que, bien sûr, animateur de ce cycle de causeries, de passionné, fédérateur aussi à travers l'organisation d'événements. Vous êtes aussi engagé, mais on le verra, dans la production de parcours, de documentaires vidéo sur ces sujets. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comment vous êtes-vous engagé? Qu'est-ce qui a motivé votre envie, depuis tout jeune finalement, pour vous engager dans cette voie martiale? Alors, j'ai commencé la première fois que je suis parti dans un dojo, on va dire, c'était à l'âge de 6 ans. C'était ma mère qui m'avait inscrit dans un cours de karaté. À côté de chez nous, il y avait à Saint-André, là-bas, dans le quartier, il y avait un club de quartier de karaté, mais je ne suis pas resté très longtemps, 2 ou 3 mois. À cet âge-là, déjà, je me dis que ça ne me convenait pas. Et après, je suis allé jouer au football, comme beaucoup d'enfants. Je jouais au foot. Et tous les 20 décembre, tout le mois de décembre, on arrêtait de jouer au foot. Et on s'entraînait au moringue pour faire des exhibitions de moringue. On faisait le 20 décembre abolition d'esclavage. Pour fêter cette abolition d'esclavage, on s'entraînait, on s'amusait, on faisait du moringue en spectacle. Et après, arrivé au collège, au cinquième, là, je rentre dans une section sportive, judo. Et c'est là où là, je rentre vraiment dès le début, avec une dizaine de cours par semaine déjà, une dizaine d'heures de cours par semaine déjà dès 11 ans. Et après, je continue en passant judo, puis après, on continue sur la boxe thaï, et puis après, sambo. En parallèle, je découvre d'autres disciplines, j'apprécie, mais là, je trouve quelque chose que j'aime, c'est les sports de combat. J'apprécie réellement ça, l'échange avec les autres, la camaraderie, l'intensité de l'entraînement. Tout ça fait que on ne s'en rend pas compte à cet âge-là, mais on a besoin de dépenser et les valeurs vont venir sans doute après. Mais peut-être ça s'est à canaliser, mais au début, surtout, on veut dépenser, s'amuser et partager des choses avec les autres. Alors, on voit que ce parcours a démarré très tôt vous rattachez ça aussi à un aspect culturel, c'est-à-dire la pratique. Bon, il y a eu le karaté, mais ça ne vous a pas convenu au départ. Et après, c'est finalement la pratique traditionnelle de la moringue, dans la pratique martiale, on va dire, des traditions issus des migrations venues d'Afrique. Et on retrouve des styles de combat dans toutes les îles et dans beaucoup de pays. Vous parliez de Madagascar aussi, toutes les îles de l'océan Indien, les Antilles. On retrouve des disciplines qui sont comparables. La capoeira, qui est une des plus connues au monde, mais finalement qui peut s'en rapprocher. Et donc, qu'est-ce qui vous plaisait à ce moment-là dans cette pratique quand vous étiez tout jeune? À ce moment-là, c'était vraiment, comme je dis, c'était vraiment périodique. Donc, c'était vraiment le mois de décembre où on coupait, peut-être parce qu'on coupait avec le football, mais il y avait quelque chose qui nous rattachait à notre culture. À La Réunion, il y avait un sens. Il y avait un sens à cette pratique, il y avait un sens, il y avait un événement. En ce moment, à partir du moment où c'est le 20 décembre, on fêtait quelque chose en même temps qu'on pratiquait. Donc, il y avait un sens derrière tout ça, et c'est ça qui m'intéressait déjà à cette époque-là.
Alors le sens, effectivement, le côté festif, le côté commémoration aussi Oui. de périodes qui ont été des périodes aussi, pour ça, qui sont douloureuses, et qui restent Mm. encore ancrées dans les mémoires et dans la mémoire collective. Et donc, effectivement, lors de ces cérémonies, vous aviez, donc ça vous a certainement guidé vers la suite, Mm. dont vous avez parlé avec cette pratique du judo. Donc c'est le judo, c'est ça que C'est vous le judo. pratiquiez 10 heures dès l'âge de 11 ans, 10 Mm. à 11 heures par semaine, ce qui est énorme Mm. pour un jeune garçon finalement. Oui. En fait, on était une section sportive dans un collège. On avait aussi, en sixième, on avait passé voilà, un petit test et à ce moment-là, on disait, bon, le projet, c'était ça avec le prof de PS qui s'occupait de ça à cette époque-là, c'était Bertrand Boucher. C'était en 3 ans, on forme des judokas, on les emmène de la ceinture blanche à la ceinture marron en 3 ans, ce qui est quand même rapide et difficile à faire. Donc, dès le début, il s'est donné les moyens, donc on avait beaucoup d'entraînement. En plus de notre scolarité, on avait l'EPS comme tout le monde, et en plus, on avait des cours judo en plein de notre scolarité. Et de ça, à ça, on ajoute les entraînements au soir. L'UNSS, par exemple, on avait 2 heures, je crois, un peu plus de 2 heures. Et en plus des entraînements le lundi et le jeudi soir, qu'on ajoutait encore en plus pour pratiquer, pour s'entraîner. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, beaucoup ont fonctionné comme ça chez nous et ça a bien fonctionné pour tout le monde. La dimension éducative du judo, d'ailleurs, vous l'avez évoqué dans une des causeries, hein, lorsque vous avez reçu donc un maître de judo réunionnais qui parlait beaucoup de cette dimension éducative dans le judo dès le départ. C'est-à-dire que le départ intégrait nativement cette dimension éducative. Donc vous avez évoqué Bertrand Boucher, qui est un des pratiquants et des enseignants réputés à La Réunion pour les sports de combat, mais on y reviendra. Alors vous avez donc, on a compris ce cheminement, donc là très très jeune, vous avez quand même déjà un entraînement qui est quand même assez soutenu. Ce cheminement martial, donc là il y a une photo qui s'affiche, qu'on va présenter à nos téléspectateurs et pour les auditeurs qui écouteraient cette émission en podcast. Eh bien, vous allez pouvoir décrire les quelques images, peut-être de façon chronologique, les décrire, c'est-à-dire qu'on puisse s'imaginer les images que nous voyons. Alors, celle de gauche, là, je suis avec mes amis en kekogi blanc. Allez, au judoka, on dit kimono blanc. Donc, c'était en Allemagne, à Erfurt, lors d'un voyage. On avait 16 ou 17 ans. C'était lors d'un échange sportif avec les Allemands. On était partis pour faire une compétition à cette époque-là. Et là, c'était comme on voit sur la photo, c'était mes amis, c'est toujours mes amis. Il y en a un qui est décédé aujourd'hui, mais qui était en section sportive avec moi. Donc, on a continué, tous ensemble, on a continué. Juste un qui s'est rattaché avec nous après, Sébastien. Voilà, ça c'était déjà cette première photo. La deuxième photo en haut, au centre, c'est mon club de boxe thaï. Là, j'avais 17 ou 18 ans. Donc c'était un peu après, là. Donc vous étiez passé du judo, là c'était justement ce dont on parlait tout à l'heure, et après vous passez à la boxe thaï. C'est ça, c'est en parallèle. En parallèle, d'accord. Puisque là, je faisais, vu que j'étais plus en section sportive, vers 17 ans, je trouvais qu'il fallait... j'avais des amis qui faisaient la boxe thaï, et parfois on échangeait avec eux. Et là, j'avais vu que je prenais beaucoup de coups, donc je suis parti m'inscrire dans leur club. Et là, je faisais de la boxe thaï à cette époque-là. Donc avec un groupe, donc pareil, c'était des amis du lycée, on était tous avec, beaucoup. Et puis la photo de dessus, c'était mon dernier combat en boxe thaï. C'est le seul que j'ai fait à La Réunion, sinon les autres j'ai fait en métropole. C'était à Saint-André, à cette époque-là. Je me souviens, j'avais perdu 9 kilos en 15 jours, je crois, un truc comme ça. 9 kilos en 15 jours. Pour être dans la catégorie de poids adaptée. Ouais, c'est les aléas du... Ouais, Et puis après... Là, Très belle image d'ailleurs, hein, très belle image, très dynamique. Donc on voit un coup de pied latéral qui est paré. Donc là c'était un compétiteur, donc c'était une compétition qui menait à un championnat régional. C'était un gala. C'était un gala. Là c'était en amateur confirmé, donc d'où les protections, protège tibia et casque. Donc à cette époque-là, je combattais quasiment tous les mois. Donc là, un mois avant, je sortais du gala national de sambo et 3 mois après, j'allais au championnat de France de sambo.
Donc voilà, donc là j'avais arrêté le judo et je faisais sambo et boxe thaï en même temps. La photo en bas à droite, c'est avec Bertrand Boucher qui est au centre et avec mes amis et partenaires d'entraînement. Là, on était à la fac. Bertrand avait lancé une section MMA, sambo à la fac. Donc là, j'étais avec eux. J'étais de retour de métropole. J'étais de passage ici. Donc j'étais parti m'entraîner avec eux. Donc c'était bien. Et tout en haut. La dernière photo en haut à droite, c'est photo d'aïkido au dojo Chaniat. Donc voilà. Donc on voit votre cheminement hein, depuis effectivement les jeunes années du judo qui vous amènent à la compétition, puis toutes les pratiques de boxe pied-point pour arriver ensuite à l'aïkido. Oui, c'est ça. Alors, de la même façon, on va regarder une autre image, mais donc vous êtes arrivé donc à l'aïkido. L'aïkido, vous êtes un pratiquant d'aïkido Kishinkai, mais vous avez eu des maîtres, des personnes qui vous ont inspiré. Et là, on a une image, on a 3 photos qui présentent ces maîtres, des personnes qui vous ont inspiré dans votre cheminement martial. Alors, le premier, c'est Bertrand Boucher. Alors, il faut savoir que Bertrand Boucher, effectivement, j'ai suivi quasiment dans tout mon parcours. J'ai commencé avec lui, c'était mon professeur justement de sport-études, de judo. Quand il a ouvert le sambo, il m'a proposé de venir avec lui, ben, je suis parti faire du sambo. MMA, j'ai fait un peu de MMA avec lui, jamais fait de compétition de MMA. C'est vraiment le professeur qui arrive à prendre un sportif de débutant et l'emmener au plus haut niveau. Il a fait avec plusieurs compétiteurs ici à La Réunion, que ce soit en judo, en sambo ou en interdiscipline. Il arrive très bien à le faire et c'est un excellent préparateur pour ça. C'est un grand sportif. Après, tout à droite, nous avons mon professeur de boxe thaï et de jet kundo qui s'appelle Fabien Seus. Sifu Fabien Seus. Donc lui, c'est... On le voit pratiquer d'ailleurs le mannequin de bois. C'est ça. Alors lui, que dire de Fabien Seus? C'est un personnage, c'est vraiment une référence des arts martiaux à La Réunion. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Il a, je vais pas dire son âge, mais il a presque 70 ans aujourd'hui et il bouge sans doute mieux que beaucoup de jeunes. Pour moi, ça reste la référence en termes de pratique martiale à La Réunion parce que c'est quelqu'un de très complet. Autant il enseigne la boxe thaï, donc le sport de combat, autant il enseigne les arts martiaux tels que le Jet Kundo, Wing Chun et encore d'autres disciplines asiatiques. C'est vraiment quelqu'un de très complet, très ouvert et qui est assez impressionnant en termes de compétences martiales et qui s'entraîne tout le temps. Moi, j'ai toujours connu s'entraîner et donner des cours. Et en bas, on va dire, là, j'arrive à maturité. On voit Léo Tamaki avec moi. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de donner cours parce qu'avant l'aïkido, je ne donnais pas cours. J'assistais un peu dans les clubs. Et j'ai décidé, à la découverte de l'aïkido Kishinkai avec Léo Tamaki, de le suivre. Et aujourd'hui, je suis enseignant d'aïkido Kishinkai. Et Léo représente, on va dire, cette maturité qui est arrivée par la suite. Très bien. Alors, c'est vrai que donc on l'a vu, ce cheminement qui vous amène à l'aïkido. Vous nous expliquerez peut-être comment est-ce qu'on arrive à passer par les sports de combat, arriver à une discipline comme l'aïkido. Mais d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur ces notions de compétition, parce que vous avez été compétiteur donc, dans votre âge intermédiaire de pratiquant. Qu'est-ce que vous apportez la compétition particulièrement? Alors, la compétition pour moi, c'est comme un test, c'est-à-dire un test des entraînements. Je n'ai pas fait de compétition pour avoir des titres. Les titres, c'est des conséquences. Par rapport à un résultat, mais moi j'aimais cet échange dans l'incertitude, avoir monté sur un ring, monter sur un tatami, me donner à fond à l'entraînement, j'adorais ça. Je peux pas dire plus que j'adorais ça. Même j'aime toujours ça, mais sauf que je fais plus de compétition. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la pratique en compétition, ça apporte ça apporte un calme, ça apporte une adaptabilité, parce qu'on est obligé de s'adapter. Par exemple, sur des compétitions professionnelles, on connaît selon les disciplines, mais on connaît le pratiquant à l'avance, on a le temps de se préparer par rapport à un pratiquant. Les compétiteurs amateurs, c'est un peu plus aléatoire. C'est-à-dire, en fait, vous allez dans une journée,
faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 combats. Donc, avec 6 profils ou 5 profils de gens différents en face de vous, qui ne combattent pas pareil, qui n'ont pas les mêmes envergures, qui n'ont pas les mêmes morphologies, et qui n'ont pas la même attitude. Donc, il faut s'adapter. Le plus important, c'est s'adapter. Et moi, j'aimais ça, m'adapter, voir la personne en face de moi. Et cette sensation d'aller toujours plus loin dans la compétition, d'aller plus loin. Ça, c'est quelque chose, pour moi, je trouve que ça permet de pousser ses limites et de se tester, en fait, la compétition. Vous considérez que ça vous a apporté quelque chose en tant qu'humain, on va dire, dans votre développement personnel, dans vos relations à l'autre Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en fait, c'est le résultat d'un travail qu'on a mené avant en salle. Bien sûr, parce qu'il faut avoir une pensée saine sur la compétition. C'est-à-dire, je m'explique, ne pas se dire que la compétition est là pour écraser les autres. Là, ça peut engendrer un mauvais état d'esprit. Ce qui est important dans la compétition, il faut oublier que c'est un sport. Et la pratique d'un sport, c'est aussi, on doit apporter le fair play. Le fair play, c'est ce qui a sans doute l'une des valeurs les plus importantes dans le sport. Parce que l'on perde ou que l'on gagne, surtout si on perd, on doit garder cet esprit de fair play. Et s'il y a quelque chose qu'on doit apprendre, c'est en perdant qu'on apprend ça. C'est pas en gagnant. Et c'est pas en restant dans la salle, c'est vraiment en allant se tester face à des gens. À la compétition, on peut apprendre ça. On n'est pas obligé d'y aller, bien sûr. Tout le monde ne recherche pas la même chose. Mais on va dire une pratique mesurée de la compétition, ça peut apporter ça. Mais bien sûr, la compétition entraîne aussi des conséquences, c'est-à-dire la préparation. Il y a une préparation, il y a les blessures, il y a l'intensité d'un entraînement. Un compétiteur, ça s'entraîne aussi beaucoup. On ne peut pas devenir compétiteur et s'entraîner 2 fois par semaine, 1 heure et demie. C'est pas possible. Un compétiteur, comme on a pu voir ici, des grands champions, tels que Gaël ou Kamel Jamel, c'est des gens qui s'entraînent beaucoup, qui sont beaucoup entraînés, beaucoup plus que moi, beaucoup plus que la moyenne des gens. Et ils le disent eux-mêmes, c'est par le travail que ça paye. Ce qui permet derrière de pouvoir réaliser des performances, mais jamais sans travail. Il suffit de regarder les athlètes de très haut niveau. Au sort des Jeux Olympiques, on a vu à quel point on imagine les milliers d'heures de travail derrière pour arriver à ce niveau de compétition. Merci pour ces précisions, elles sont extrêmement importantes. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, vous avez mis le doigt sur effectivement les choses importantes que peuvent apporter la compétition. Alors aujourd'hui, vous êtes pratiquant et enseignant d'aïkido, et vous pratiquez un aïkido qui est un aïkido qui a été fondé par Léo Tamaki, que vous avez reçu ici aussi, l'aïkido Kishinkai. Qu'est-ce qui fait ses spécificités? Revenons un petit peu par rapport à un aïkido, on va dire classique ou traditionnel, si on peut parler d'aïkido. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'aïkido d'ailleurs? C'est peut-être une question qui reste ouverte. Alors, l'aïkido, effectivement, c'est comme le karaté, vous avez différentes écoles. Et ces écoles répondent à des principes. Ce qui est important, c'est de savoir le contexte dans lequel on travaille pour ne pas faire d'amalgame et les principes qui encadrent notre pratique. À l'aïkido Kishinkai, donc, qui a été fondé par Léo Tamaki, accompagné de... On le voit à l'image d'ailleurs, là, sur la photo de droite. Vous allez voir une image, on voit Léo Tamaki. Ouais. Là, c'était Léo Tamaki, donc en fait, il était accompagné de Issei Tamaki, son frère, Julien Kou et Tanguy Lefourche pour cette discipline. Et en fait, c'est une discipline, l'aïkido, le Kishinkai tel qu'il a pratiqué, qu'il a fondé, c'est vraiment une discipline martiale qui vise au développement de l'individu interne et externe, mais par des techniques efficaces. C'est-à-dire, l'efficacité et la martialité n'est pas exclue dans cet aïkido. Elle n'est pas mise de côté. Donc c'est ce rapport à l'aïkido qui m'intéressait moi. Venant des sports de combat, je ne pouvais pas pratiquer quelque chose où on me dit ce n'est pas martial ou ce n'est pas efficace. Ou en tout cas, ça ne répond pas aux critères que l'on peut se faire. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait vivre les principes de son école au travers des mouvements et une gestion corporelle qui était efficace. Il est réellement efficace. Et surtout, on sent vivre en lui, et parmi les pratiquants avancés de l'école, les principes de l'école. C'est-à-dire l'adaptabilité, la souplesse, l'état d'esprit bienveillant
tout ça, on emmène, au travers de la pratique, la discipline, on emmène à l'évolution de l'individu. Voilà. Mais le côté martial, il est là, il est obligé d'être là. Alors là, on présente des images, hein, et notamment, il y en a une qui peut retenir, qui peut retenir notre attention également. Bon, on voit que vous pratiquez le sabre avec des sabres en bois, voire des sabres réels, enfin du moins pour les démonstrations. J'imagine que c'est pas à l'entraînement toujours utilisé Mm. de façon systématique, mais par contre, vous avez choisi une image qui se... alors, vous êtes dans l'eau, vous êtes sur une plage de galets et vous pratiquez. Alors pourquoi avoir choisi? Quelle est la symbolique derrière tout ça? Alors là, là, on est à Sainte-Marie. C'était avec Frédéric Lorion. Frédéric Lorion, c'est celui qui a, on va dire, amené le Kishinkai à La Réunion. C'est lui qui a invité le Otamaki la première fois. C'était sur le bord de mer de Sainte-Marie, effectivement. Sur le bord de mer de Sainte-Marie, il y a pas de plage. C'est des galets, c'est des galets ronds. Ça nous rappelle, en fait, tout simplement, c'est déjà l'ambiance. Elle rappelle un peu les films qu'on peut retrouver auparavant, c'est-à-dire des années 50, les films de Kurosawa, euh, avec cet état d'esprit de samouraï. Et surtout, là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, souvent, en Aikido, on parle de vagues. On parle de se laisser porter. Et, et là, dans cette plage, et dans cet océan-là, on voit. Et malgré la vague qui arrive sur nous et malgré l'instabilité du lieu, on doit être prêt, on doit être présent à ce moment-là. Et l'horizon derrière permet une ouverture d'esprit. Donc c'est vrai qu'elle est très 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 belle cette image avec les embruns. Vous êtes dans l'eau en fait au bord de la plage, mais la vague effectivement vient sur vous et vous pratiquez le sabre effectivement. Et c'est une très très belle image et très symbolique. Et puis une autre image où vous avez l'équipe avec Léo Tamaki et l'ensemble de vos collègues pratiquants. Donc l'aïkido Kishinkai donc est une voie où effectivement il y a une recherche d'efficacité et vous êtes passionné de culture japonaise aussi. Mm. Donc, et vous m'en parlez régulièrement. Donc, on a quelques images. Là, on voit que vous voyagez au Japon. Vous allez vous inspirer, vous allez sentir effectivement cette tradition martiale directement japonaise, hein, directement sur site. Oui, là, on était au mois de juillet, on a fait 3 semaines au Japon avec une petite équipe de La Réunion. On était à 5. On a rejoint 143 personnes là-bas au Japon pour les 10 ans de l'école Kishinkai. Et à travers ça, on a fait un voyage initiatique au sein du Japon, l'île principale. Et ce moment-là nous permet de prendre conscience de la discipline qu'on pratique, c'est-à-dire l'état d'esprit. Elle est née dans un lieu, elle a été influencée par une religion ou plusieurs religions, un état d'esprit, une géologie, une histoire, et à savoir les bushi, le shinto, le bouddhisme et les différentes classes guerrières qu'il y a pu avoir au Japon. Mais cet état d'esprit va un peu plus loin dans les arts martiaux japonais, c'est-à-dire le principe, nous, ce qu'on a chez nous, c'est ne pas déranger. Ne pas déranger. Il y a quelque chose qui m'a frappé au Japon, c'est la capacité des gens à tout de suite s'ordonner pour faciliter le trajet de tout le monde. Même si Tokyo est une ville la plus grande mégalopole au monde, elle reste facilement accessible car les Japonais font en sorte de ne pas déranger, de ne pas se déranger entre eux, de ne pas déranger les autres. Et on retrouve ça aussi chez nous beaucoup au Kishinkai. Donc c'était un voyage initiatique en plus. Et c'est un moment que j'apprécie beaucoup car depuis jeune adolescent, on aime cette culture-là. Donc on va voir, pour une fois on va rencontrer des maîtres qui ont fait vivre leurs principes et qui continuent à pratiquer à plus de 70 ans aujourd'hui. Mais après, il ne faut pas idéaliser non plus. C'est-à-dire, on n'est pas japonais. Eux, ils sont japonais dans leur culture. Nous, on pratique un sport japonais, enfin, un art martial japonais, pas un sport, lapsus. Donc, un art martial japonais. Et il faut rester dans son cadre. On sait d'où ça vient, on est inspiré par des principes. Mais il ne faut pas non plus idéaliser la chose et tout prendre du Japon. On aura l'occasion d'ailleurs de reparler dans une causerie à venir justement de toutes ces dimensions martiales, différences entre les sports de combat et les arts martiaux. Pour revenir à l'image que nous avions, vous êtes là en position, vous êtes assis, hein, donc en position
sur un tatami, dans un lieu qui semble être sorti directement d'un film, effectivement, de Kurosawa ou d'un film sur les, je sais pas, la tradition japonaise, les samouraïs. On retrouve effectivement, ça vous inspire lorsque vous êtes dans ce lieu-là. Qu'est-ce que ça vous êtes en méditation? Qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, cette première photo, je reviens sur l'image, c'était effectivement, c'était une maison de samouraï. Mais c'était une maison de samouraï de baron. Et en fait, juste à côté, on avait la maison d'un fermier. Et la maison d'un fermier un peu plus aisé. Et en fait, entre le fermier et le samouraï, entre la demeure des deux, la maison des deux, il n'y avait pas de différence. En fait, vous avez des samouraïs. C'est pas forcément c'était pas forcément tous, ils n'étaient pas forcément tous riches. C'était des samouraïs de barons qui ne vivaient pas mieux que certains fermiers. Mais ils étaient dans une classe sociale qui permettait, où se dit, ils sont au-dessus parce que c'est la classe guerrière qui gouvernait le Japon à ce moment-là. Et en fait, se retrouver là, dans cette position-là, à ce moment-là, c'est juste se dire, je me mets juste l'instant et j'essaie de vivre l'instant présent. Comme dans la pratique martiale, ce qu'elle doit nous permettre, c'est de vivre pleinement l'instant présent. Car c'est dans l'instant présent qu'on peut agir. Avant, c'est des projections, après, c'est du passé. Donc, on doit être là au bon moment, à l'instant présent. C'est là où tout se joue. Merci pour cette explication et cette description, parce que certaines personnes nous écoutent et ne voient pas les images. Je pense que ça permet d'avoir un imaginaire autour de ces images également. Vous avez aussi donc bien évidemment, cette passion. On voit ici le regroupement d'ailleurs des 143, c'est ça, personnes Oui. qui ont participé à cette assemblée, toujours dans un lieu qui semble extrêmement, qui est magnifique, hein, qui est un dojo, peut-être de ce même endroit d'ailleurs, pas où ça se situe, ce dojo qui est magnifique, hein, en bois, c'est Alors, très traditionnel. Ce dojo, c'était à Kyoto. C'était à Kyoto. Donc là, on est au Butokuden. Donc c'est un dojo impérial. Ah voilà. Ouais, là, c'est un lieu magnifique. Surface de tatami, il y avait plus de 500 mètres carrés de tatami, voire presque 1000. Et une hauteur sous plafond gigantesque. Et ça a été conçu début 20e siècle. Donc c'est un lieu vraiment qui inspire vraiment la sérénité, le travail. Ces parquets ont vu des gens, ont vu des experts du passé, et ils ont vu de la sueur, du travail intense. Ces lieux vivent en fait, et quand on pratique dans ce genre d'endroit, on est obligé justement de sentir les lieux et de s'inscrire dans cet état d'esprit. Ça permet d'entrer encore un peu plus dans cette philosophie martiale. Et la photo de droite, c'était le dernier entraînement. C'était à l'île de Miyajima. C'est là où on voit le torii sur la plage. Et là, on a fait un cours d'armes sur la plage, et au fur et à mesure, l'eau montait et la marée montait. Au début, on était quasiment sur le sable blanc, et puis après, voilà. Et cette pratique sur un sable est tout à fait différente aussi, car il faut pouvoir se déplacer sur un sable, sur un sol qui n'est pas dur. Très bien, merci beaucoup. Alors donc on a également votre rencontre avec des maîtres de différentes disciplines. Donc on va regarder une image qui effectivement vous présente avec un des maîtres que vous avez rencontrés au Japon, mais pas seulement. Donc peut-être qu'on peut les décrire les unes après les autres. Alors oui, tout en haut à gauche, on a Royama Sensei. Royama Suo, il est l'élève, il a été l'élève direct de l'inventeur du karaté Kyokushin, Oyama. Il a été l'élève de l'inventeur du Taikiken, et il a été l'élève d'un maître de Kempo directement. Il est l'élève direct de 3 fondateurs de discipline. Et à savoir qu'il a 76 ans et il est d'une efficacité remarquable. Sur des vidéos, on l'a vu sur place, il bouge encore remarquablement bien à son âge. Tout en dessous, entre les deux, au milieu, à droite, à gauche toujours, nous avons Yamamoto Sensei. Donc lui,
Il est l'enseignant d'une école ancienne qui s'appelle Taisha Ryu. Donc c'est une école de samouraï qui a plus de 450 ans. Euh, Yamamoto Sensei, donc là on pratique du Koryu. Donc les Koryu, c'est des arts martiaux anciens qu'on peut retrouver avant l'époque Meiji. Et lui, donc ça remonte encore bien avant l'époque Edo. Voilà, donc c'est une pratique au sabre, essentiellement au sabre. Pas que, mais essentiellement au sabre. Tout en bas, après, nous avons Kono Yoshinori. Donc, c'est l'un des inspirations de Leo Tamaki pour le Kishinkai. Kono Yoshinori a 75 ans et pèse moins de 50 kilos. Et c'est impressionnant ce qu'il arrive à faire avec son gabarit parce qu'il arrive à déstructurer et à faire tomber quasiment tout le monde, et même des gens avec nous qui faisaient plus de 120 kilos. Et Kono Yoshinori, pour l'anecdote qui était assez impressionnante, c'est que il fait un exercice avec les gens. C'est en fait, il demande de bloquer ses frappes. Et puis tout d'un coup, il arrive, il se pose et il relâche tout et il arrive à pénétrer la garde en frappant. Ça fait pas mal parce qu'il n'y a pas de puissance. Mais il arrive à pénétrer sans qu'on le voie. Et pourtant, on sait qu'il va venir. J'ai toujours vu ces vidéos sur Internet. J'ai toujours dit, c'est faux. Et là, je l'ai vécu. Et il a fait plusieurs reprises sur moi d'affilée. Et j'arrivais pas à bloquer. Quand je passais, la main passait. Il a fait ça avec tout le monde. Et il fait ça au Japon avec des combattants pro, boxe ou judo. Après, au centre, c'était en Belgique avec Hino Akira, donc, qui est une des aspirations aussi de Leo Tamaki pour le Kishinkai. Donc là, c'était un voyage en Belgique. Lui aussi, il a monté sa propre école, le Hino Budo. Et tout à droite, je pense que vous connaissez ce monsieur, c'est Richard Douyeb. Donc, c'est lui qui a monté la fédération de Krav Maga en Europe et en France. Donc, c'est une référence au niveau des arts martiaux au niveau international. Et à savoir que Leo Tamaki fait, c'était lors d'un stage enseignant. Et en fait, il fait venir des maîtres de différentes disciplines. Donc, on a rencontré beaucoup de monde grâce à lui. Et à ce moment-là, c'était Richard Douyeb. Que nous avons eu l'occasion d'ailleurs d'accueillir Oui. sur ce plateau. Oui, c'est vrai. Il a fait l'honneur de participer à C'est une très belle causerie. Une causerie, oui, qui était très intéressante également. Donc la partie croisée de disciplines, on voit à quel point ça peut être important. Toujours, donc vous avez fait votre master tour, on va dire. Vous avez été vous inspiré. Donc toujours une dernière image sur ce voyage au Japon. Et puis on voit le master tour Japon, le Kishi Tankai Japon. Donc ça, ce sont des... Oui. En fait, là, depuis quelques temps, je commence à faire de production vidéo, mais de façon amateur, que je mets en ligne, parce que tout simplement, j'ai la possibilité de voyager moi personnellement, de partager une passion. Donc, j'essaie de montrer cette passion que j'ai pour les arts martiaux et sports de combat, de la meilleure façon possible, c'est-à-dire à travers mon regard. Et beaucoup de monde ne peut pas forcément voyager autant que moi. J'ai cette possibilité-là, j'ai cette chance. Alors, si je peux montrer des lieux et partager ma passion, c'est avec plaisir que je le fais. Et donc, voilà, donc le Japon, c'était l'une des dernières et on va continuer à en faire d'autres, que ce soit à La Réunion, au Japon. Et d'ailleurs, il y en a une qui va sortir sur le Mont Reng bientôt. Donc, voilà. Très bien. Et ces vidéos, on peut les retrouver sur YouTube? C'est ça, vous êtes sur YouTube sur le nom de l'association de Kishinkai, Aikido Kishinkai Sainte-Clotilde. Et là, on retrouve vos vidéos avec oui. les différentes, dont certaines sont vraiment très belles. Il y a aussi toute une narration, une esthétique qui est vraiment agréable à regarder. Merci. Alors ensuite, donc, vous êtes aussi organisateur d'événements. Et là, on retrouve votre passion pour les arts martiaux, les sports de combat, la self-défense, les disciplines croisées, parce que vous organisez à La Réunion un stage. Vous avez organisé en novembre 2023 un stage qui rassemblait des experts de La Réunion avec Leo Tamaki qui était un des invités pour la partie Aikido, mais vous avez d'autres maîtres et on les voit, vous allez pouvoir décrire. Et puis vous organisez prochainement aussi le 5 octobre 2024. Je vous laisse peut-être présenter à la fois la séance du 11 novembre et celle la prochaine du 5 octobre 2024.
Alors, ces événements, c'est tout simplement, je me suis inspiré de Lionel Froidure qui est l'invité cette année. Donc c'est une masterclass on fait exprès, on vient mélanger les disciplines. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ces disciplines sont séparées. Mais là, on ne cherche pas à faire du combat ce jour-là. On cherche à partager, à comprendre et à expliquer. Donc, ce que je fais, c'est je prends de la salle défense, je prends des gens des sports de combat et aussi des arts martiaux dits traditionnels et je fais un mélange. Et ces personnes-là ils ont 1 heure et quart de cours, 15 minutes de pause. Donc, c'est comme un marathon. Ça commence à 8 heures. On commence à 8 heures du matin jusqu'à 17 heures le soir. Les gens, ils viennent, ils s'inscrivent. La première année, on était une soixantaine de personnes. Et donc, on avait karaté avec M. Chagnat, on avait Aikido avec Léo Tamaki, on avait Justice avec Manu Cascade, MMA avec Bertrand Boucher et Krav Maga avec Pascal Jams. Donc, pour un premier événement, on était plutôt bien, on a bien réussi. Et cette année, ben, j'ai décidé de remettre ça en invitant cette fois-ci Lionel Froidure. Pourquoi j'invite les gens de métropole? Tout simplement pour montrer aussi que nous, on a un savoir-faire aussi à La Réunion. On se permet d'inviter ces personnes-là aussi pour attirer la lumière aussi sur nous, chose qu'on n'a pas. On a les compétiteurs qui combattent régulièrement avec des sponsors ou pas que ce soit, mais là, on est sur une pratique vraiment de pédagogie et de compréhension, de partage dans cette journée. Donc, cette deuxième édition, nous avons aussi Morin avec David Testan, vous avez Sambo avec Eric Finland, vous avez de l'aïkido avec moi, vous avez de l'Arnis avec François Lorion. Tous les ans, on va changer de pratiquants ou on va changer de discipline de participants. Parce qu'en fait, le but, c'est tout simplement d'ouvrir cette pratique, cette possibilité de découverte martiale au plus grand nombre. Donc, il faut trouver des profs qui soient de bons pédagogues, qui arrivent à faire passer les principes de leur discipline, à bien encadrer leur discipline sur 1 heure et quart de cours, sachant que peut-être ils ont des gens qui n'ont jamais pratiqué ou qui pratiquent d'autres disciplines, qui ont déjà une habitude corporelle différente. Donc le challenge est là, et surtout, si on arrive à tenir entre 8 heures du matin et 17 heures le soir. Très bien, écoutez, une belle expérience en tous les cas. Donc, prochain événement, donc, le 5 octobre 2024 à Sainte-Suzanne, à La Réunion. Donc, pour cet aperçu de pratiques croisées entre des disciplines très très variées, avec des passionnés de différentes disciplines qui sont des participants également. Merci beaucoup, Emmanuel Ledoyen. C'était passionnant, cette émission. On a découvert votre parcours. Et puis, nous aurons l'occasion de nous retrouver maintenant dans une autre émission pour parler de pratiques martiales, de sport de compétition. Quels sont les points communs, quelles sont les différences? Ça sera le sujet de la prochaine émission. À bientôt. À bientôt.